Alors, je vais commencer par vous dire qu'il y a une image qui a été trop longtemps véhiculée sur l'Afrique par le monde occidental. L'image d'une Afrique pauvre, d'une Afrique arriérée, d'une Afrique non civilisée, d'une Afrique sans histoire, sans gloire, sans héros. Il suffit de se rappeler les mots tragiques d'un président français dernièrement à Dakar en 2007, pour ceux qui se rappellent, qui avait dit que le problème de l'Afrique, c'était de sans cesse ressasser, de vouloir sans cesse répéter, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'était de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Donc voilà la conception occidentale de l'Afrique. Et il faut décoloniser aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. La civilisation africaine, elle n'est pas née avec l'arrivée des colons occidentaux là-bas. Je dirais même plutôt que c'est le début de son déclin qui a commencé à ce moment-là. Et simplement aujourd'hui, des historiens très compétents sont en train de faire le travail de réhabilitation, d'éducation auprès de la jeunesse de cette vraie histoire du continent africain. Je vous montre simplement ce livre pour les gens que ça intéresse, Africa Unit. L'Afrique, elle a des langues. Elle n'a pas que des dialectes ou des patois, comme on entend. Le Swahili, par exemple, est aujourd'hui autant parlé que l'allemand dans le monde. Le Lingala est parlé 3 fois plus que le norvégien dans le monde. Donc ce n'est pas des dialectes ou des patois. L'Afrique a eu des royaumes aussi. Au Mali, au Bénin, on connaît. Et pas simplement des tribus, comme souvent on l'entend dire. L'Afrique a aujourd'hui des nations et pas des ethnies, qui est ce concept utilisé géopolitiquement pour maintenir une politique du diviser pour mieux régner. Enfin, le dernier point historique, on sait qu'en 1776, il y a eu la Révolution américaine contre l'Empire britannique. En 1789, il y a eu la Révolution française. Mais on oublie souvent la 3e révolution historique qui a eu lieu à l'époque, en 1804, qui est la création de la République haïtienne, donc la première république noire, fondée par des descendants d'esclaves avec Toussaint Louverture, et qui a été les prémices à un mouvement de libération continentale qu'on appelle le panafricanisme. Donc, je laisse ici de côté la résistance au néocolonialisme qui dure depuis les années 60 et ne citerai que 3 résistants. Patrice Lumumba, évidemment, Sylvanus Olympio et Thomas Sankara, dont on vient fêter le 15 octobre 1987, donc les 30 ans de l'anniversaire de son assassinat. L'enquête est en cours, mais de grandes interrogations pèsent sur la France pour peser mes mots. Avec l'émergence des BRICS, aujourd'hui et du programme Une ceinture, une route, l'Afrique vient de rentrer à 2 pieds dans l'ère du co-développement, et mettant fin ainsi à la soumission à une logique qu'on a appelée en France l'aide au développement. Mise en place en 1970, ça c'est un article des années 2000-2001, qui rappelle que la politique d'aide au développement a été mise en place par l'UNESCO le 24 octobre 1970. L'UNESCO d'ailleurs que certains commencent à quitter aujourd'hui, pour ne citer que Trump, et qui imposait une politique de dame patronesse, de charité. En France, on a connu ça avec le docteur qu'on surnomme en Afrique le docteur Koucher, qui s'appelle Bernard Kouchner, et sa politique de sac de riz. Ça a bercé toute mon enfance. Donc, selon l'USAID, donc l'Agence des États-Unis pour le développement dans le monde, les USA ont donné depuis 1940 240 milliards de dollars aux pays du continent africain. Avec quel résultat? De plus en plus de failed states, comme on dit maintenant, des États faillis. Le niveau de corruption qui n'a fait que croître. Des théâtres de conflits en constante augmentation. Ce qui fait que de plus en plus cette aide au développement s'est transformée en aide militaire qui a augmenté massivement au détriment de l'aide même dite humanitaire. Où sont les trains? Où sont les ports? Où sont les routes? Où sont les écoles et les hôpitaux? Nulle part. Et il en est de même pour la politique française, évidemment, très présente en Afrique, qui ne consacre, malgré l'injonction de l'UNESCO, que 0,37% de son revenu national brut à l'aide au développement, soit 8 milliards, et encore, seulement 40% vont à l'Afrique. Donc, vous avez ici quelque chose qui vient de sortir, ce que j'appelle un tissu, excusez mon langage un peu familier, mais un tissu de conneries ultralibérales, publié par l'Institut Montaigne, publié en septembre 2017, et qui répond à un autre rapport dont je vais vous parler après, dans lequel on a fait la découverte extraordinaire, je cite, qu'il était temps, en effet, de regarder ce qu'est devenu l'Afrique d'aujourd'hui et de considérer les pays africains comme des partenaires. Waouh! Politique et économique, c'est de cela dont l'Afrique a besoin, un comportement partenarial. Voilà. Et évidemment, les 3 piliers de cette politique sont toujours les mêmes. La politique d'aide au développement,
Je cite, « Opportunité pour les opérateurs économiques français à de nombreux égards, elle est un levier important de la stratégie d'influence française sur le continent. » Une stratégie d'influence. Deuxième pilier, la francophonie, un ensemble de règles et de pratiques communes qui facilitent l'implantation des entreprises françaises sur le continent. Et enfin, ce que j'appelle la curatelle monétaire du franc CFA, qui existe depuis plus de 160 ans, puisque c'est né au Sénégal en 1853. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Le rapport de l'Institut Montaigne est disponible sur Internet pour ceux qui veulent le découvrir. Mais passons aux choses sérieuses avec ça. Un monde nouveau vient de s'ouvrir pour l'Afrique et aujourd'hui les lions dansent avec les dragons. On a vu un super lion que Christine a montré tout à l'heure qui était très joli. Donc c'est The Dance of the Lion and Dragons, donc, qui est le titre d'un rapport qui a été publié par l'agence internationale McKinsey, qui est très réputée, qui fait des rapports dans tous les pays du monde et qui détaille de manière très précise l'évolution des relations entre la Chine et l'Afrique. L'initiative Une ceinture, une route, dont a parlé Elga, qui a été lancée en 2013, est présentée lors du sommet international à Beijing le 14 et 15 mai de cette année, en 2017, a créé de nouvelles politiques et de nouveaux fonds pour approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique. L'augmentation de la Chine sur la scène internationale a été renforcée par la création de 3 nouvelles institutions de finance mondiale. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, de 100 milliards de dollars, la Nouvelle Banque de développement, NDB, qu'on connaissait sous le nom de Banque des BRICS auparavant, et enfin, qui est également doté de 100 milliards, et le Fonds pour la route de la soie, doté de 40 milliards, soit un total de 240 milliards. Pour ce projet, une ceinture, une route, soit autant que les États-Unis depuis 1940. Le chiffre était simplement là pour montrer la différence. Depuis le tournant du XXIe siècle, la Chine a été catapultée de relativement petits investisseurs en Afrique à premier partenaire sur le continent. Depuis le début du millénaire, le commerce entre l'Afrique et la Chine a augmenté annuellement de 20% par an. Et les investissements directs à l'étranger, dont parlait Karel, ont augmenté de manière encore plus vertigineuse à une croissance annuelle de 40%. Et contrairement aux idées reçues véhiculées par les médias mainstream dont Madame Larouche a parlé, la Chine ne pille pas l'Afrique. On voit sur ce graphique la contribution de la Chine à l'emploi et à la formation des Africains. Donc ça, c'est dans le rapport McKinsey. 89% des employés, c'est une étude qui a été réalisée sur plus de 1000 sociétés chinoises présentes sur le continent africain, sont des Africains. Donc ils ne viennent pas avec leurs travailleurs. 64% de ces salariés reçoivent des formations professionnelles. Et dans ces entreprises, maintenant, 44% des Africains ont des formations de managers pour pouvoir eux-mêmes à leur tour réaliser d'autres projets par la suite. Donc en 2015, les engagements chinois en faveur de l'infrastructure en Afrique s'élevaient à 21 milliards de dollars, plus que le total cumulé de l'institution pour les infrastructures en Afrique, qui s'appelle le Consortium pour les infrastructures en Afrique, connu sous le sigle de ICA, dont les membres sont la Banque africaine de développement, la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale et les pays du G8. Donc tout ça réuni, ça ne fait même pas autant que ce que propose la Chine aujourd'hui. Vous voyez sur ce graphique qui est publié dans l'étude McKinsey, premier partenaire en termes de commerce, premier en termes de financement des infrastructures, premier en termes d'IDE, etc., etc. Et des échanges commerciaux qui vont s'élever jusqu'à 440 milliards de dollars d'ici à 2025. Rien que sur les infrastructures, le chiffre est dans ce rapport, entre 2012 et 2015, elles ont augmenté de 16% par an pour la réalisation de projets africains les plus ambitieux jamais vus sur le continent africain, et c'est la partie la plus intéressante dont je vais vous parler maintenant. En juillet 2016, donc, vous avez le Nigeria qui a inauguré son premier train à grande vitesse d'Afrique de l'Ouest, qui relie Abuja à Kaduna. Donc vous voyez Abuja à Kaduna ici. C'est une ligne de 187 km et le train va à 150 km/h qui sont vite avalés. Cette première ligne à grande vitesse d'Afrique a été construite par la China Civil Engineering Construction Company et vise à doper toute l'économie du Nord, vous savez, qui est extrêmement mise à mal ici par le développement de la secte Boko Haram. Tout le monde sait que c'est la misère qui pousse les jeunes, en particulier, dans les bras du terrorisme, puisqu'on les rémunère pour ça, et que seul un développement infrastructurel, économique et social pourra créer les conditions d'une paix durable dans la région. Ça, c'est un autre projet qui a été signé justement entre le gouvernement du Nigeria et le géant du rail chinois, China Railway Construction Corporation,
qui est un contrat de 12 milliards de dollars pour la construction d'une ligne ferroviaire de 1400 km, donc là on est loin des 187 km précédemment, qui reliera en longeant la côte et traversant notamment le delta du Niger, la capitale nigérienne, Lagos, à la ville de Calabar dans l'est du pays, en passant par le port Harcourt et le complexe pétrochimique de Warri. Donc je vous montre rapidement ici, c'est toute cette boucle-là. Calabar est ici, le port Harcourt, la pétrochimie c'est ici. Enfin, toute cette boucle-là, 1400 km, 200 000 personnes vont être embauchées pour réaliser ce projet. 200 000 personnes, donc comme on l'a vu, 89% seront africains. Et une fois le projet réalisé, c'est 30 000 salariés qui bosseront à plein temps sur ce projet. Il faut savoir que dans cette région, la région du lac Tchad, en fait, aujourd'hui, elle est considérée comme la plus grave crise humanitaire du continent africain. Depuis 2009 et le développement de Boko Haram, il y a plus de 2,3 millions de personnes déplacées dans la région et 7 millions de personnes aujourd'hui qui sont entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, qui meurent de faim. On opère aujourd'hui un triage humain malthusien et comme le disent, on met en place des politiques pour sauver les plus vulnérables parmi les vulnérables, comme le disent très gentiment les ONG sur place. Le deuxième exemple, donc là, c'est l'Éthiopie. Donc là, vous avez le premier train à grande vitesse en Éthiopie qui était inauguré en octobre 2016, donc qui est long là de 753 km et permet au train de réduire la durée du trajet entre Djibouti donc, et la capitale éthiopienne Addis Abeba à seulement 10 heures contre 7 jours auparavant. On passe de 7 jours à 10 heures pour aller de Djibouti à la capitale éthiopienne. Donc c'est révolutionnaire. Et comme l'avait déclaré un des conseillers justement du président éthiopien Haile Mariam Desalegn qui s'appelait Bereket Simon, il y a un vent d'optimisme qui souffle sur l'Éthiopie aujourd'hui. Et par exemple, le nombre d'enfants qui ont été scolarisés ces derniers temps a été multiplié par 2. Le nombre d'enfants scolarisés a été multiplié par 2. 30 nouvelles universités ont été créées et le nombre d'étudiants dans les études supérieures est passé de 3 000 à 37 000 en 10 ans. Donc vous imaginez l'impact sur le futur de la société. Donc la puissance électrique également, qui est un autre facteur très important de développement, est passée de 350 000 mégawatts à 2400 et sera mis en place le grand barrage de la Renaissance, comme vous le savez, qui ajoutera 6 000 mégawatts donc en courant 2018, l'année prochaine. Et petite cerise sur le gâteau, pour ceux qui me connaissent, vous saurez que j'adore prendre le métro. Et donc en septembre 2015 a été inauguré donc le premier métro d'Afrique subsaharienne, donc qui relie l'aéroport justement à la capitale. Et c'est également un projet qui a été financé entièrement par la Chine, enfin 85%, par la Banque d'exportation et d'importation de Chine, pour un montant de 475 millions de dollars, ce qui est rien du tout, et réalisé par la, encore une fois, China Railway Engineering Corporation. Donc c'est 31 km de lignes de métro, 39 stations, et c'est 60 000 passagers par jour. Donc ça a apporté vraiment une révolution par rapport aux bouchons qu'il y avait avant. Et enfin, pour finir, peut-être le plus beau, voilà, donc ça c'est le dernier exemple, c'est le financement par la Banque Exim à 90% du premier train à grande vitesse du Kenya pour 3 milliards 8. Ça a été inauguré le 31 mai 2017, donc là il y a quelques mois, grâce à la Chine également. Le président du Kenya, M. Kenyatta, a pu inaugurer dans une ambiance très festive la ligne ferroviaire de 472 km qui relie la capitale à Mombasa, le plus grand port d'Afrique de l'Est. Vous voyez ici. Cette ligne de chemin de fer est le plus grand projet d'infrastructure entrepris par le Kenya depuis son indépendance en 1963. Donc là, vous voyez Concelia Were, donc est une jeune de 23 ans, elle est ingénieure électrique et elle parle couramment le chinois et a été l'une des 8 femmes à avoir été formées pour être les premières conductrices de locomotives au Kenya. C'est même elle qui a fait le premier voyage officiel avec le président à bord du train. Et d'après mes calculs et d'un point de vue purement économique, le sourire de cette Kenyane vaut 1000 fois plus que tous les produits dérivés de la planète finance, car il est l'expression même du nouveau paradigme lancé par Xi Jinping et son projet Une ceinture, une route. Ensuite, vous voyez les formateurs en train de former justement les Kenyans. Donc ça, c'est les 66% de formation professionnelle. Donc là, c'est l'histoire de Joseph, qui est un vendeur de tickets de bus, qui avait une formation d'ingénieur et qui n'avait pas trouvé de travail. Et grâce au projet, il a été formé donc, pour pouvoir poser des pylônes justement le long de la ligne de chemin de fer par son formateur. Et dans ce documentaire, il y a vraiment des choses très touchantes. Vous avez toute une discussion entre le formateur et lui, et parce qu'il travaille très dur, les formateurs chinois sont très très stricts.
Et donc les Chinois font bien le boulot et le formateur lui dit, voilà, quand je serai plus là, quand nous on sera plus là, faudra jamais négliger tout ce qu'on vous a appris, tous les tests, chaque étape est fondamentale dans ce genre de grand projet. Et je te pose la question, est-ce que tu comprends pourquoi on est si strict avec toi? Et lui donc répond non. Et lui dit, parce que tu es le premier Kényan, une nouvelle génération va naître pour faire ces grands projets. Et si tu ne le fais pas bien maintenant, tu ne pourras pas l'enseigner à tes compatriotes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà, ça c'est la formation en résistance des matériaux, par exemple, dans les laboratoires. Il y a plus de 6 grands laboratoires de recherche scientifique qui ont été créés. Et là, on voit une scène également où on teste la pression sur les rails. Je vous laisse un petit peu apprécier. Donc, vous pourrez trouver ça sur Internet. C'est vraiment un documentaire exceptionnel. Donc, il faut savoir que sur ce projet, en fait, c'est 46 000 emplois qui ont été créés pour les Kenyans. Ils ont travaillé parfois jour et nuit. On voit là les Kenyans qui ont été formés, qui forment à leur tour leurs compatriotes. Et il a été réalisé dans un temps record, donc en moins de 1000 jours. Donc, c'est quand même assez rapide. Et ce que disent les Chinois, c'est que les Kenyans étaient tellement enthousiastes que s'ils nous avaient écoutés, ils n'auraient pas demandé à bosser 35 heures, mais plutôt bosser 80, 100 heures, tellement ils étaient impatients que ça arrive, ils étaient tous très motivés. Donc là, on voit le président inauguré donc, le 31 mai 2017. Donc ça a quand même nécessité la création de 79 nouveaux ponts dans la région, 33 stations le long de la route pour 2 ans et demi de travail. Donc on voit aujourd'hui l'inauguration avec Concelia qui conduit le train donc pour la première fois. À 23 ans, première historique pour le Kenya. Donc, présent lors du forum Une ceinture, une route qui a eu lieu à Beijing, le président du Kenya, M. Kenyatta, a obtenu une promesse. Je laisse un petit peu les images, elles sont magnifiques. Ah oui, tu peux repasser au slide, du coup. Donc, il était présent donc, au sommet à Beijing, M. Kenyatta. Il a obtenu une promesse de financement supplémentaire donc pour 3 nouveaux milliards et demi de dollars pour poursuivre la ligne. Donc là, celle dont on a parlé, elle va de ici à ici. Et donc là, ils ont eu les budgets nécessaires pour aller jusqu'à Malaba, donc à la frontière ougandaise. Et ça, c'est les prémices de ce qui va être une révolution en Afrique, c'est-à-dire le premier chemin de fer transcontinental qui ira probablement donc, de Mombasa jusqu'à Pointe-Noire de l'autre côté. Donc à l'occasion d'un sommet Chine-Afrique en 2012, qui est organisé tous les 3 ans, Li Keqiang, le Premier ministre chinois, avait déclaré, je le cite, qu'il rêvait de voir toutes les capitales africaines interconnectées. C'est vraiment le mot très présent dans la politique chinoise, l'interconnectivité, grâce à des trains à grande vitesse, afin de renforcer l'intégration régionale et le développement. La Chine est prête à coopérer avec l'Afrique pour transformer ce rêve en réalité. La Chine est prête, et c'est le défi que nous venons lancer aujourd'hui à la France, d'enfin voir l'Afrique avec les yeux du futur. Voilà, merci.